Bienvenue au cours sur la météorologie pour pilotes privés, leçon 1, partie 1. Dans ce cours, nous allons parler de l'atmosphère, de la pression atmosphérique, de la température, de l'humidité de l'air et de la thermodynamique. Afin de pouvoir travailler en aviation de façon internationale avec les mêmes valeurs, il a fallu définir une atmosphère standard qu'on appelle ISA pour International Standard Atmosphere. Cette atmosphère a au niveau de la mer une pression de 1013,25 hectopascales, une température de 15 degrés Celsius et une densité de 1,225 kg par mètre cube d'air sec. Sa pression diminue de 1 hectopascal par 27 pieds et son gradient thermique est de 0,65 degrés par 100 mètres, soit 2 degrés par 1000 pieds. À 11 000 mètres, il y a la tropopause et la température est de moins 56,5 degrés Celsius. Cette température reste constante jusqu'à une altitude de 35 km. Entre le sol et 50 km d'altitude, l'atmosphère est composée de façon quasi constante de 78% d'azote, de 21% d'oxygène et d'1% de gaz rares comme l'argon, le néon, le krypton, le xénon et l'hélium. Dans les basses couches de l'atmosphère, on trouvera aussi de la vapeur d'eau, du CO2, du méthane et plusieurs sortes d'aérosols comme de la poussière, des micro-organismes, les gaz polluants et autres particules fines. La couche de l'atmosphère la plus basse est la troposphère. Elle s'étend du sol jusqu'à environ 11 km d'altitude, là où se trouve la tropopause. Dans cette couche, la température diminue constamment avec l'altitude pour atteindre moins 56,5 degrés Celsius. Puis vient la troposphère jusqu'à environ 50 km d'altitude. La température y est relativement constante jusqu'à environ 20 km avant d'augmenter à nouveau jusqu'à 0 degré à 50 km d'altitude, là où se trouve la stratopause. Dans la partie supérieure de la stratosphère se trouve la couche d'ozone, qui a pour rôle d'absorber une bonne partie de la radiation solaire comme les rayons UV afin que le niveau de radiation soit compatible avec la vie sur Terre. C'est l'absorption de cette énergie qui est responsable de l'augmentation de température dans la stratosphère entre 20 et 50 km d'altitude. Après la stratopause, on trouve la mésosphère qui s'étend jusqu'à 80 km, la thermosphère jusqu'à 500 km et enfin la dernière couche faisant la transition avec l'espace, l'exosphère. Ces trois couches ne sont pas vraiment significatives pour les phénomènes météorologiques terrestres. Les phénomènes météorologiques les plus importants, comme la formation des nuages et des précipitations, ont lieu dans la troposphère. Du point de vue d'un météorologue, un des composants les plus importants est la vapeur d'eau. Celle-ci varie entre 0 et 4% du volume total dans la troposphère. L'altitude exacte de la tropopause varie selon la latitude, la saison et du type de masse d'air. Ainsi, en région polaire, elle se trouve à environ 8 km d'altitude et il y fait environ moins 40 degrés Celsius. Dans les latitudes moyennes, elle se situe à environ 11 km pour une température d'environ moins 50 degrés. Au-dessus de l'équateur, la tropopause se trouve à environ 16 km pour une température de moins 70 degrés Celsius. On peut donc dire que l'altitude de la tropopause varie du simple au double. La température à la surface du Soleil est estimée à environ 6000 degrés Kelvin. Le Soleil émet cette énergie sous forme de rayonnement électromagnétique en ondes courtes et seulement une infime partie de cette énergie atteint la Terre. Le rayonnement solaire n'est pas totalement absorbé par la surface terrestre car une partie est reflétée. Le ratio entre l'énergie reflétée et absorbée est appelé l'albédo. Pour donner un exemple, la neige fraîche absorbe environ 20% de cette énergie, l'herbe et la forêt environ 85%, l'eau jusqu'à 90%, tout dépend de l'inclinaison du soleil, et le sable environ 70%. La température du sable sera significativement plus élevée que celle de l'eau car sa couche est nettement plus fine. Au même titre que le sable, les rochers, le béton, l'asphalte et les champs chauffent rapidement,
propageant ainsi des bulles d'air chaud qui sont à l'origine de la formation des cumulus. En parallèle de la radiation solaire que nous venons de voir, il existe aussi la radiation terrestre. Il s'agit du rayonnement solaire qui n'est pas absorbé par la Terre et reflété en direction de l'espace sous forme d'ondes longues dont la majeure partie est absorbée par la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère et le CO2. On appelle ce phénomène l'effet de serre. La résultante entre la radiation solaire et terrestre est appelée radiation totale. Sur l'illustration, vous pouvez voir en rouge la radiation solaire et en jaune la radiation terrestre. Les chiffres positifs représentent l'énergie accumulée, tandis que les chiffres négatifs l'énergie perdue. On peut également voir sur les flèches rouges qu'une certaine quantité d'énergie est directement reflétée, soit par la surface terrestre, l'atmosphère ou les nuages. La pression atmosphérique n'est pas uniforme dans toute l'atmosphère. Sa valeur standard est de 1013,25 hectopascales au niveau de la mer. Sur l'illustration, on peut voir que dans les 5500 premiers mètres d'altitude, elle diminue déjà de la moitié. À 11 000 mètres, elle n'est plus que du quart de sa valeur au niveau de la mer. Avec la diminution de la pression atmosphérique, il y a aussi la diminution des pressions partielles des gaz constituant l'atmosphère. Ainsi, même si les pourcentages des gaz ne changent pas dans la troposphère, il y a la moitié moins d'oxygène à 5500 mètres et plus que le quart à 11 000 mètres. L'altitude croissante mène ainsi à l'hypoxie. L'illustration nous montre les différents symptômes et troubles avec l'altitude croissante. Venons-en à présent à la température et aux phénomènes physiques qui y sont liés. La conduction est le transfert de chaleur à travers un mouvement moléculaire, qu'il soit dans un solide, un liquide ou un gaz. Par exemple, si on chauffe une barre de métal à une extrémité, la chaleur sera transmise à l'autre bout de la barre. La convection est la genèse de courants verticaux en mouvement dans un gaz ou un liquide. Si nous prenons par exemple une casserole remplie d'eau que l'on chauffe, l'eau au fond, qui est en contact direct avec la chaleur, va commencer de monter à mesure qu'elle chauffe, car sa densité diminue. L'eau plus froide, qui se trouve dans la partie supérieure, va en revanche descendre au fond de la casserole pour être chauffée à son tour. Une cellule de convection est alors formée. Le transfert de chaleur via un mouvement horizontal de l'air est appelé l'advection. Sur l'illustration, on peut voir de l'air chaud qui pousse de côté de l'air froid. On appelle cela une advection d'air chaud. L'échange horizontal de masses d'air chaude et froide sur des étendues plus vastes sont dénommées situations météorologiques d'advection. La mesure de la température de l'air est une mesure de l'énergie cinétique des molécules d'air. En bref, plus le mouvement des molécules d'air est important, plus la température de l'air est élevée. Afin de pouvoir mesurer correctement la température de l'air, il faut éliminer les facteurs perturbateurs comme le rayonnement direct du soleil et les radiations de l'atmosphère. Pour ce faire, le thermomètre est logé dans une petite boîte bien ventilée peinte en blanc avec une porte d'accès d'eau au soleil. Cette boîte est placée à 2 mètres sol au-dessus d'une surface en herbe et porte le nom de Stephenson Screen. Les thermomètres les plus utilisés fonctionnent sur le principe du changement de volume d'un métal, par exemple le thermomètre bimétallique, ou le changement de volume d'un liquide, comme dans le cas du thermomètre à mercure. On trouve aussi d'autres types de thermomètres fonctionnant sur le principe du changement de résistance ou du voltage avec la variation de la température. Sur l'illustration, on peut voir à gauche un thermomètre bimétallique et à droite un thermomètre à mercure. Le thermomètre bimétallique fonctionne avec deux lamelles métalliques, c'est-à-dire un métal A et un métal B, soudées l'une contre l'autre avec des coefficients de dilatation différents. Avec la variation de la température, les lamelles se plient dans un sens ou dans l'autre. Le thermomètre à mercure fonctionne sur le principe d'un fluide qui se contracte lorsque la température diminue et se dilate lorsqu'elle augmente. Les unités de mesure de la température. L'échelle de mesure la plus utilisée à travers le monde est celle des degrés Celsius. Dans certains pays anglo-saxons, c'est les degrés Fahrenheit qui sont utilisés. Il existe encore les degrés Kelvin, dont 0 degré Kelvin correspond au zéro absolu, c'est-à-dire la température à laquelle les molécules ne bougent plus.
Dans la troposphère, la température diminue à mesure que l'altitude augmente. La valeur moyenne de diminution de la température est de 0,65 degrés Celsius par 100 mètres, ou 2 degrés Celsius par 1000 pieds. Ces valeurs sont des gradients thermiques verticaux. Le rayonnement solaire pénètre dans l'atmosphère quasiment sans atténuation. La température de l'air n'augmente pas sous l'effet du rayonnement direct du Soleil, mais par le biais du réchauffement de la surface de la Terre. Durant la journée, la Terre est réchauffée sous l'effet direct du rayonnement solaire. Cela correspond au point numéro 1 sur l'illustration. La surface terrestre ainsi chauffée dégage de la chaleur et les molécules d'air qui se trouvent à proximité du sol sont à leur tour réchauffées par conduction. C'est le point numéro 2. Grâce à la convection et aux turbulences, cet air chaud est distribué dans un plus grand volume. C'est le point numéro 3. Notons encore que la portion verticale d'air réchauffé durant la journée n'est que de quelques centaines de mètres. Durant la nuit, la surface terrestre rayonne l'énergie emmagasinée pendant la journée de retour dans l'atmosphère. Ce phénomène s'appelle la radiation terrestre. Il en résulte une diminution de la température à la surface de la Terre. Il s'agit du point numéro 1 sur l'illustration. Par le biais de la conduction, les molécules d'air proches du sol sont refroidies. C'est le point numéro 2. Au point numéro 3, on y retrouve la convection et les turbulences qui mélangent l'air refroidi avec l'air plus chaud dans un plus grand volume. La portion verticale d'air refroidi dépend de la force du vent. Par vent faible, cette couche est mince, tandis que par vent fort, elle sera plus épaisse. Durant la nuit, la température dans la couche atmosphérique proche du sol diminue. Directement après le lever du soleil, la radiation terrestre est plus forte que la radiation solaire. Il en résulte que la température va continuer à diminuer. Dans un pays plat, la radiation terrestre est égale à la radiation solaire environ 30 minutes après le lever du soleil. La température la plus basse est atteinte à ce moment-là. À mesure que le soleil s'élève dans le ciel, la radiation solaire augmente et devient supérieure à la radiation terrestre. Cela se traduit par une augmentation de la température de l'air. En fin d'après-midi, la radiation solaire demeure toujours supérieure à la radiation terrestre et la température de l'air continue d'augmenter. À un moment donné, dans l'après-midi, la radiation terrestre et solaire sont à nouveau égales et la température maximale est atteinte. Sur nos latitudes, ce moment correspond à environ 16-17 heures locales en été et 13h30-14h30 locales en hiver. La variation de température saisonnière dépend de la variation solaire annuelle à la surface de la Terre. Plus l'angle d'incidence entre les rayons du Soleil et la surface de la Terre est grand, plus le réchauffement sera fort. En Europe, le Soleil atteint son point le plus haut au-dessus de l'horizon en été. On peut donc dire que son angle d'incidence est le plus élevé à ce moment-là. C'est aussi la période de l'année durant laquelle la durée du rayonnement solaire est la plus longue. L'hiver approchant, l'angle d'incidence et la durée de l'ensoleillement diminuent, ce qui diminue le réchauffement à la surface de la Terre. Sur nos latitudes, le mois de janvier est en principe le plus froid, tandis que le plus chaud est le mois de juillet. Dans les tropiques, les variations saisonnières sont faibles et donc les températures plus constantes. Lorsque le ciel est dégagé, la surface de la Terre rayonne l'énergie solaire absorbée de retour dans l'atmosphère. Cette perte d'énergie se traduit par un refroidissement de l'air à proximité du sol. Lorsqu'en revanche le ciel est couvert, le rayonnement est en grande partie absorbé par les nuages qui vont à leur tour rayonner cette énergie en direction du sol, provoquant ainsi un échange énergétique entre la base des nuages et la surface de la Terre. Un ciel couvert a pour conséquence de nuit que la température de la surface terrestre ainsi que la couche d'air en contact avec le sol ne diminue que faiblement. Inversement de jour, ce phénomène est responsable que seulement une partie du rayonnement solaire arrive à atteindre le sol, ce qui se traduit par un réchauffement faible de la couche d'air proche du sol. Le vent est un facteur qui aura une influence significative sur l'épaisseur de la couche d'air refroidie durant la nuit.
Ainsi, si le vent est faible, voire nul, seulement une fine couche d'air au contact du sol va se refroidir, car les molécules d'air froide vont rester en bas. En revanche, si le vent est modéré à fort, les molécules d'air refroidi vont se mélanger par convection et turbulence à une couche plus épaisse. Il en résulte qu'une plus grande portion d'air sera refroidie. La température diminuera cependant moins que dans le premier cas, car le volume d'air mélangé est plus grand. Les inversions. On parle d'inversion lorsque la température de l'atmosphère augmente avec l'altitude au lieu de diminuer. Une inversion de surface se traduit par une augmentation de la température directement depuis la surface de la Terre, tandis qu'une inversion d'altitude est une augmentation de la température seulement à partir d'une certaine hauteur. Il existe plusieurs types d'inversions, telles que l'inversion de vallée, l'inversion de subsidence, l'inversion de frottement, l'inversion de front et l'inversion de surface que nous avons déjà évoquée à la page précédente. L'inversion de vallée est due à un refroidissement des flancs de montagne durant la nuit, provoquant le refroidissement de l'air au contact. Cet air va descendre dans le fond de la vallée et produire un bassin d'air froid au-dessus duquel l'air est plus chaud. L'inversion de frottement se produit lorsque de l'air proche du sol est mélangé par du vent turbulent qui en conséquence adopte un gradient adiabatique sec. La couche laminaire en rouge sur l'illustration en haut à droite a un gradient adiabatique saturé, et il en résulte que l'air dans la couche turbulente refroidit plus vite que dans la couche laminaire. Il y a donc inversion. L'inversion de subsidence se produit dans une région où un régime de haute pression est établi. L'air va descendre lentement à un taux de quelques centimètres par seconde et se réchauffer par compression. Les couches d'air plus froides situées proches du sol vont s'échapper latéralement. Il en résulte une inversion entre 2000 et 6000 pieds. Pour terminer, l'inversion frontale a lieu dans une zone où une masse d'air plus chaude chevauche une masse d'air plus froide. C'était Météorologie pour pilotes privés, leçon 1, partie 1. Merci beaucoup pour votre attention et bonne continuation.